Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Au Tchad, la mort du président Idriss Déby Itno a été annoncée ce mardi 20 avril 2021 par un conseil militaire de transition. Ce dernier a annoncé en même temps la suspension de la Constitution ainsi que la dissolution du gouvernement et du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale aurait décliné la proposition d'assurer la transition. Il a évoqué son âge avancé et surtout la complexité de la situation sécuritaire. Le fils du maréchal du Tchad, précédemment chef de la garde présidentielle de son père Mahamat Idriss Déby, est mis à la tête du conseil militaire de transition pour une période de 18 mois. Est-ce un coup d'État, une exécution ou vraiment un décès par balle des rebelles? Nous en ferons un décryptage ce matin sur Free Matin avec Draman Boko. Il est universitaire, spécialiste de géopolitique. Il sera face à Kales Kitome, analyste politique, journaliste à ESAE TV. Mais avant, chers amis internautes, vous aurez droit à la présentation de quelques titres parus dans la presse nationale ce matin dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. À suivre la substance de la déclaration rendue publique hier par l'organisation non gouvernementale Secours urgent et subventions massives pour l'éducation, la presse et la culture SUSMEC sur le parcours électoral lié à l'organisation de l'élection présidentielle au Bénin. À suivre également au cours de cette émission matinale la contribution du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN à la victoire KO du duo Talon Talata avec notre invité spécial Ramadan Bachirou Lassisi, islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Nous parlerons du Coran, de sa descente au cours du mois de Ramadan. Et puis, en fin d'émission, Nansrine Fatoumi sera de la partie pour nous révéler les prévisions astrologiques de ce 21 avril de l'an 2021. Le décor est si planté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre manchette ce matin: assassinat du président Idriss Déby Itno. Patrice Talon présente ses condoléances au peuple tchadien. Idriss Déby Itno sera inhumé vendredi prochain, nous informe le Canard ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: promotion de l'économie locale à travers des activités génératrices de revenus. Luc Setondiatropo veut sortir les femmes vulnérables de la précarité. Des précisions sur cette action caritative et sociale à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin: après sa brillante réélection, le président Patrice Talon reçoit les félicitations du roi du Maroc. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Perche du Nord titre en manchette ce matin: mort du président Idriss Déby Itno du Tchad. La France perd un ami courageux. Fraternité en manchette ce matin: résultat définitif de la présidentielle ce jour. Patrice Talon doit poursuivre l'effort de modernisation du pays, les routes, l'urbanisation, le social, l'essor de l'agriculture pour être porté en triomphe, estime le Canard. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce mercredi: Tchad, Idriss Déby, la mort, les armes à la main. Des détails sur cette mort à la page 4 de la page de ce matin de Fraternité qui titre également à la une ce matin: animation de la vie politique. Irénée Agossa travaille à repositionner l'opposition. Le Bénin a-t-il besoin d'une opposition démocratique radicale ou opportuniste? S'interroge le Canard. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Info Matin en manchette ce matin: gestion des violences préélectorales et si le gouvernement adoptait une communication plus claire, s'interroge le Canard. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin: assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Rebelle aux gardes républicaines, s'interroge le Canard. Une révolution de palais de plus en plus pénible. Une révolution de palais de plus en plus plausible, titre le Canard. Des précisions sur son article à la page 5 de sa parution de ce matin. Je reprends toujours la une de Info Matin de ce matin: assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, rebelle aux gardes républicaines, une révolution de palais de plus en plus plausible, titre le Confrère. Son article est publié à la page 5. Notre époque en manchette ce matin: après les résultats de la présidentielle, Abomey Calavi se révèle UDBN. L'argumentaire du Canard est publié à la page 12 de sa parution du jour. Dabarou titre à la une ce matin:
Après le décès du président tchadien, l'Assemblée nationale et le gouvernement dissous, nous informe le Canard. Nord-Sud, Nord-Bénin Info, j'allais dire, titre à la une ce matin, Bénin, l'ancien ministre Oudou Ali dans les filets de la justice. Des détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, après la présidentielle du 11 avril dernier, Irénée Agossa dans la dynamique de briser l'immobilisme de l'opposition. Toujours à la une du même Canard, crise de la démocratie au Bénin, Candide Armand Marie Azanaï fait porter un lourd chapeau au président Patrice Talon. Et toujours à la une du même Canard, violence préélectorale, Robert Dossou déplore le mode d'arrestation des opposants. Le quotidien national d'information titre à la une ce matin, incendie au marché de Dantokpa, le soutien du gouvernement annoncé aux sinistrés. Des détails à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public, toujours à la une de la Nation de ce matin. Suite à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, les félicitations du roi Mohamed VI au président Patrice Talon sont relayées à la page 2 de la page ce matin du quotidien de service public La Nation, qui titre également à la une ce matin, décès de Idriss Déby Itno, le chef de l'État Patrice Talon compatit à la douleur du peuple tchadien. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, score archi minable des élections présidentielles dans Aboumé-Calavi, Arwandjinou, Ronfort et Sokwekpe, en grosse difficulté de popularité. Oussouguédé et Georges Bada ont créé le vide, fait observer le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, 54% de taux de participation à la présidentielle dans la commune de Djougou, l'acte héroïque de Malik Gominan face à la désertion de pseudo-leaders. Même les pyromanes venus de Cotonou et Porto-Novo ont été maîtrisés, nous informe le Canard ce matin. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, installation des salles numériques dans les collèges, soupçon de fraude dans le dossier de Jenny Sass. Des détails à la page 3 de la page ce matin du Canard qui parle de marché public et d'appel d'offres. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, hôpital de Porto-Novo, des dizaines de corps abandonnés à la morgue. Des précisions à la page 12 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à La Boussole qui titre à la une ce matin. Outre le maréchal Idriss Déby Itno mort, d'autres poids lourds de l'armée portés disparus, nous informe le Canard ce matin. Matin libre en manchette ce jour, Bénin victime de violences préélectorales, la compassion sélective du gouvernement des institutions de la République fait observer le Canard. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Observation du processus électoral du Bénin. L'organisation non gouvernementale SUSMEC fait le bilan à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, condoléances au peuple tchadien. Yahi, le Bénin veut t'entendre aussi, s'exclame le Canard ce matin. Le matinal en manchette, résultat provisoire de la présidentielle du 11 avril 2021, aucun recours devant la Cour constitutionnelle. La proclamation définitive pour ce jour, annonce le quotidien le défi d'une génération. Toujours à la une de le matinal de ce matin, manifestation préélectorale. Bietchané et le bloc républicain soutiennent les soldats blessés. Ils demandent à la police et à la justice de prendre les dispositions idoines pour que de pareilles atrocités ne se répètent plus. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique en marche. Après la présidentielle de 2021, les arrestations se poursuivent. Que feront les Béninois assoiffés de démocratie, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à le confrère de la matinée, émission Grand Oral. Martin Rodriguez parle de Patrice Talon et de Sébastien Germain à Javon. C'est le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement qui a coûté cher à Sébastien à Javon, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de ses propos sont relayés à la page 3 de la page ce matin de le confrère de la matinée. Bénin intelligent, campagne cotonnière, des gains qui ont impacté toute la population sont présentés à la page 3 de la page ce matin du Canard qui publie également l'adresse de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Favi-Prudencio, dans le cadre de l'après-élection présidentielle. Une adresse faite à l'endroit de ses militantes et militants. Nous passons à présent à l'autre vision qui titre en manchette ce matin. Après la tenue du scrutin présidentiel du 11 avril dernier, l'ONG SUSMEC restitue sa participation au processus électoral. Lire l'intégralité de la déclaration de presse rendue publique par le président de l'ONG Sartunin Rumpé. Zoom sur la mission d'observation conduite par l'ONG, des chiffres qui confortent la Sénat et la Cour constitutionnelle, des recommandations aux institutions de la République, des précisions à la page 2 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre en manchette ce matin. Dr Eric Adja, président de l'agence francophone de l'intelligence artificielle sous l'arbre à palabre. Le Bénin a les atouts pour devenir leader de l'intelligence artificielle en Afrique, a-t-il laissé entendre. À découvrir l'intégralité de son interview accordée aux confrères aux pages 5, 8, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis
Il s'agit bien et bien 5, 8, 7 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Le potentiel en manchette ce matin avec Gérard Benoît à propos du chaos du duo Talon Talata. Le peuple a adhéré massivement aux réformes politiques du président Patrice Talon. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Les implications de l'élection de Talata, Sakalafia retourne au Parlement. Toute chose qui a l'air d'un autre coup de la rupture contre Gbian, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'autre quotidien. Avant-dernier canard, avant de mettre un terme à la une des journaux de ce matin, décès tragique de Idriss Déby, le Tchad dans une équation d'incertitude, estime le confrère. Et puis le politique, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, mort de Idriss Déby Itno dans une situation conflictuelle énigmatique. Quels enseignements pour les apprentis tyrans? Sa famille réfugiée au Cameroun, avalanche d'hommages et de compassion. Ses obsèques prévues pour le vendredi prochain. Son fils Mamat hérite d'une poudrière. Toujours à la une de le politique de ce matin, opposition au régime Talon au Bénin. Candidat Armand Marie Azanaï n'est pas à la hauteur du job, bien que sincère dans sa posture, estime le confrère. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour, ce mercredi 21 avril 2021 dans la presse nationale au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. À travers une déclaration de presse qui a eu lieu ce mardi 20 avril 2021 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, l'ONG SUSMEC a fait le point de ses contacts sur le terrain dans le cadre de la dernière présidentielle qui est en train de s'achever. Par le biais de son projet Élections, démocratie et paix, l'ONG SUSMEC avait déployé plusieurs observateurs sur le terrain dans le cadre du scrutin du dimanche 11 avril dernier. Plus d'une semaine après la tenue du scrutin, en tenant compte des résultats provisoires publiés par les instances en charge de l'organisation du scrutin, Saturnin Komlan Runkwe, président de l'ONG SUSMEC, a rappelé les différentes étapes qui ont conduit le processus électoral lancé le 11 janvier 2021 qui tend vers sa fin. Suivons un extrait de sa déclaration au micro d'Abdelkader Achiron. Sauf contestation de dernière minute, le duo Talon-Talata, déclaré vainqueur au premier tour de cette élection présidentielle par les 7 sages de la Cour constitutionnelle, sera définitivement reconnu et investi comme le duo présidentiel devant conduire la destinée commune de notre pays pour le prochain quinquennat. Le chemin qui aura conduit à cet heureux aboutissement n'aura pas été sans embûches et sans heurts. Les difficultés ont fait frémir et susciter crainte et peur. Mais le peuple béninois souverain a su, une fois encore, donner la preuve de sa maturité démocratique en surmontant les difficultés qui ont semblé mettre à mal la paix et l'unité nationale. C'est le lieu pour les différents organes de gestion de l'ONG SUSMEC de se féliciter pour leur implication très active dans le processus électoral, aussi bien en amont qu'en aval. Consciente en effet que cette élection présidentielle, qui s'est déroulée dans un environnement de réforme électorale et législative sur fond de tensions, d'opposition et de conflits politiques, l'ONG, en tant qu'organisation de la société civile, a dès lors pris la résolution de jouer sa partition. Dans ce cadre, et conformément à ses objectifs, à savoir œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, elle a mis en place un projet dénommé Élections, démocratie et paix, et à cet effet, et dans la mise en œuvre de ce projet, l'ONG a mené diverses activités avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Avant l'élection de 2021, l'élection présidentielle bien évidemment, dans le but de contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle apaisée, crédible et transparente, les responsables de l'ONG
après l'obtention des résultats d'une étude commanditée à l'interne, ont entrepris une série d'échanges avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, à savoir les partis politiques, Union progressiste, Force pour un Bénin émergent, les démocrates et l'UDBN. Les institutions de la République, la Sénat, la RAC, le Conseil économique et social, les ministères, ministère de la Justice, des Affaires étrangères, des infrastructures et du transport, des mines et de l'eau, et les confessions religieuses, à savoir la conférence épiscopale, l'Union islamique du Bénin et le Haut Conseil des rois du Bénin, sans oublier les échanges avec certaines ambassades. Après ces nombreux constats et échanges avec les acteurs impliqués dans le processus électoral et au regard des propos recueillis, l'ONG SUSMEC a pris sur elle la responsabilité de jouer à la carte d'apaisement à travers une série d'actions que sont la déclaration de presse du 22 décembre 2020 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, dans laquelle l'ONG a fait une série de propositions aux différents acteurs pour la tenue d'une élection apaisée. La diffusion d'une suite de communiqués et de messages d'appel à la paix dans plusieurs canaux, journaux, télévision, affiches et réseaux sociaux. L'initiation d'une cérémonie de signature d'une charte de la paix par les 2 candidats retenus pour la présidentielle, une initiative finalement mise en œuvre par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et c'est le lieu de l'en féliciter. Pendant l'élection présidentielle, pour le déroulement même de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le jour du scrutin, la présence de l'ONG SUSMEC s'est fait fortement remarquée par une mission d'observation à travers les 77 communes que comptent les 12 départements de notre pays. Il faut rappeler ici que pour cette mission nationale d'observation de l'élection présidentielle pour laquelle l'ONG a été accréditée par la Sénat, nous avons déployé 952 observateurs répartis dans toutes les communes sur l'ensemble du territoire national. Restons avec Saturnin Komlan Houkben, président de l'ONG SUSMEC, qui, dans son intervention, a fait part des observations et des recommandations de son organisation non gouvernementale dans le cadre de l'élection présidentielle au Bénin. Ces propos ont été recueillis par Abdelkader Achero. Au titre des constats, le vote s'est déroulé normalement sur l'ensemble du territoire national, avec cependant des poches de violence vite maîtrisées dans la partie centrale et septentrionale du pays. Sur 950 postes de vote couverts au démarrage, 621 ont ouvert à 7 heures. Ainsi, la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l'heure même. Si par endroit, dans le Mono, l'Ouémé et le littoral, certains ont ouvert légèrement avant ou après l'heure. De façon générale, la majorité des retards n'a pas excédé 1 heure d'horloge. De nombreux centres de vote sont restés sans la présence permanente des forces de sécurité et de défense. Le vote s'est déroulé dans le respect des gestes barrières. Des postes de vote ont été fermés un peu avant l'heure réglementaire et des postes fermés et délocalisés vers les arrondissements pour le dépouillement pour raison d'insécurité des agents électoraux. Un ensemble de constats qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Nous voudrions ici attirer avec insistance votre attention sur un fait majeur. Il s'agit de la polémique autour du taux de participation lors de cette élection présidentielle. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation
est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat. Au titre des recommandations, à l'endroit des institutions de la République, œuvrer pour des élections consensuelles, sécurisées et transparentes, renforcer le professionnalisme des forces de l'ordre pour la maîtrise des violences en période électorale, trouver le cadre approprié pour le règlement des tensions politiques en période électorale en privilégiant la recherche du consensus, du dialogue et du compromis. À l'endroit des partis politiques et du peuple béninois, l'ONG recommande de renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Éviter le recours à la violence pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Éviter à tout prix les propos tribalistes et régionalistes en période électorale. Maintenir la veille citoyenne et les appels à la paix. Promouvoir l'esprit de la nation et de patriotisme. À l'endroit du chef de l'État, former un gouvernement d'union nationale. Créer un climat favorable au dégel de la cristallisation des divergences politiques. Instaurer un climat de confiance et ouvrir un dialogue avec tous les partis politiques. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau était dignement représentée lors de la déclaration de l'ONG SUSMEC sur le processus électoral qui s'achève au Bénin. Le parti était représenté par son porte-parole Jules Léandre Kitty et sa vice-présidente Christine Arondino Zinsou. Cette dernière a fait part à la fin de la cérémonie de ses impressions et a rappelé la contribution de sa formation politique à la mobilisation pour l'obtention du taux de participation honorable obtenu. Elle s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Mes impressions sont bonnes, je suis satisfaite. Je réponds que la présidente, en son nom j'interviens, c'est réel, et en son nom et à mon nom propre, j'adresse toutes mes félicitations au président de la République pour avoir su mettre en place toute la sécurité nécessaire pour que ces élections se passent dans les formes les plus apaisées possibles. Il a tout mis en place pour sécuriser et la population et l'organe chargé de la supervision des élections, c'est vraiment à son actif et nous lui adressons toutes nos félicitations à l'UDBN, sa présidente et nous, ses militants. Les observations faites par l'ONG SUSMEC sont les nôtres parce que sur le terrain, on a bien constaté que les militants sont sortis à plus de 50% pour aller aux urnes élire le duo qui les intéresse. Ce travail vient conforter le résultat de la Sénat, qui est le seul organe dans notre pays habilité à donner les taux de participation et le duo gagnant. Tout le monde a vu comment l'UDBN s'est battu dans toutes les contrées, en pré-campagne, en campagne. On n'a pas lésiné ni sur les moyens physiques, ni sur les moyens matériels pour faire la campagne en bonne et due forme. On n'a laissé aucun hameau où on n'a pas dit sortez, allez élire celui qui vous intéresse, le duo qui vous intéresse. Et l'UDBN a vraiment mouillé ses maillots pour le dire et pour le faire. Nous étions sur le terrain, présents sur le terrain, et personne ne pourra dire le contraire. Il faut aller aux urnes pour exprimer ses désirs et non aller dans la rue pour faire des casses. J'espère que prochainement, tout le monde va entendre ce cri qui est le cri de l'UDBN.
L'arrondissement d'Oumako, le lieu d'origine du roi Agbadja Pachavi, reste de manière indéniable la capitale du rythme Agbadja au Bénin. Cet arrondissement a abrité le 2 janvier dernier la 3e édition du festival Agbadja authentique, occasion rêvée pour explorer les groupes d'Agbadja et autres rythmes du centre du Mono. Retour sur cette 3e édition avec Carles Kitome. Dans le département du Mono, Oumako, un arrondissement de la commune de Komé, a vibré le 2 janvier 2021 au rythme de la 3e édition du festival Agbadja authentique, une initiative du Bureau fédéral pour le développement de cet arrondissement. Je nous souhaite un agréable moment de détente et un bon festival. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, les meilleurs, en ce moment où la communauté de Oumako va prouver encore une fois au monde entier quel est le berceau du rythme Agbadja. Sur ces mots, je vous souhaite bonne fête du rythme Agbadja authentique. Vive la commune de Komé, vive la jeunesse, vive la culture au développement, vive Agbadja. La communauté Wati du Bénin s'identifie à ce rythme. C'est notre identité. C'est alors qu'il urge de demander la main forte des autorités pour la construction d'un musée historique à Agbadja. Pourquoi n'y aurait-il pas, dans quelques années, pour la 5e édition par exemple, montrer les manches à travers l'organisation d'une compétition internationale du rythme culturel Agbadja, tout en faisant un clin d'œil vers le Ghana, le monde qui attend. Vers le Ghana, la terre de la genèse du dit rythme, le monde qui attend baigner mon adolescence jusqu'à ce jour. Les enfants de Oumako rêvent de porter au sommet ce rythme commun à 3 pays que sont le Bénin, le Togo et le Ghana. Sport à présent, le championnat national de football du Bénin, nouvelle formule, aborde ce mercredi 21 avril 2021 les playoffs. Au programme, AS Cotonou reçoit Buffle FC à René-Pleven. Éternel FC se déplace sur les installations de Béké FC à Kandi. Dynamo de Parakou accueille Requin FC au stade municipal de Parakou. Eusao FC joue contre Dragon FC à Lokossa. Ayema FC affronte Audio de Commun dans son nouvel antre à Pobé. Et enfin, Damissa de Ndali croise les crampons avec AS-OS de Parakou le jeudi 22 avril 2021 en clôture de cette 2e journée. Les équipes qualifiées entament cette étape par la 2e journée en raison du report de la première initialement prévue le week-end écoulé sur demande de plusieurs clubs. Dénommée Super League Pro, cette phase regroupe les 12 meilleurs clubs issus de la Ligue Pro. Carnet noir au Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé ce mardi 20 avril 2021 des suites de blessures reçues sur un théâtre de combat. À la tête du pays depuis plus de 30 ans, l'ex-président du Tchad avait été réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des suffrages exprimés le 11 avril dernier selon les résultats officiels annoncés lundi. Les obsèques nationales seront célébrées vendredi à N'Djamena sur la place de la Nation. Faut-il le rappeler, peu après l'annonce du décès du président, l'un des fils de ce défunt, Mahama Idriss Déby Itno, commandant à la garde présidentielle, avait été nommé à la tête d'un conseil militaire chargé de prendre la succession du président
défend. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Le Coran, il est descendu durant le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un bref historique par rapport à sa révélation au prophète Mahomet? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Merci, monsieur le journaliste. En fait, le mois de Ramadan est tellement lié à plusieurs événements de l'histoire islamique, dont la descente ou bien la révélation du Coran. Comme vous l'avez posé, le Coran est descendu dans le mois de Ramadan. Le Coran même l'a affirmé, l'a confirmé à travers quelques versets. Nous avons Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé est un guide pour les gens et quelques éclaircissements de la vie, de la religion de l'islam. Et d'autres versets aussi que nous avons la vue de l'Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le Coran est descendu dans la nuit de destinée. Mais lorsqu'on parle de descente du Coran, est-ce que le Coran est descendu en tant que livre du ciel ou ça s'est produit par travers des révélations par sourate par sourate ou bien ayat par ayat? Merci beaucoup. Au fait, le Coran, la descente du Coran a été un long processus pendant 23 ans. 23 ans. 23 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans et le premier verset du Coran était descendu dans le mois de Ramadan. Et c'est ce que veut dire le verset qui a affirmé que le Coran est descendu dans le mois de Ramadan. Et vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait 40 ans, et d'habitude, il voyait ce qu'adorait sa communauté, son peuple dans le temps, les Arabes. Et il s'éloignait d'eux pour s'installer dans des montagnes, et précisément la montagne de Gar el-Hira. Donc, où il adorait, il amenait sa nourriture là-bas, et c'était une période de méditation, il est là. Et un jour seulement, l'ange Gabriel est apparu. Il a dit, Iqra, lis. Et le prophète a dit, Ma'ana biqari, je suis illettré, je ne sais pas lire. Il dit, Iqra, il a dit 3 fois. Et le prophète lui disait la même chose. Et il a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq. Ça a été le premier verset qui est descendu à ce moment qui était le mois de Ramadan. Donc, le premier verset était descendu dans le mois de Ramadan et que le reste du Coran descendait selon la situation. C'est-à-dire, les musulmans à l'époque étaient ils avaient embrassé l'islam, nouvellement embrassé l'islam. Alors, il ne faut pas les surcharger avec des lois, les interdictions, surtout qu'ils s'habituent à une vie qui n'était pas logique selon la loi islamique, comme la fornication. Les Arabes, on s'en fout de cela. On prenait les femmes comme on voulait, on buvait de l'alcool, et le Coran ne pouvait pas les interdire immédiatement. On va dire, mais quelle est cette religion qui nous interdit de faire la vie? Mais il attendait la montée de leur foi. Petit à petit, il les interdisait jusqu'à une manière... Une interdiction progressive. Progressive. Et c'est comme ça a été pour le Coran. Donc le prophète était resté à la Mecque pendant 13 ans et Médine pendant 10 ans. Ça fait les 23 ans. 23 ans, du Coran. Bien sûr. Donc d'autres versets qui sont descendus à la Mecque et d'autres qui sont descendus à Médine. Et bon, les gens ont l'habitude de dire que nous avons dans le Coran, nous avons des surahs qu'on appelle Makiya ou Madaniya, donc des surahs qui sont descendus dans la ville de la Mecque et d'autres qui sont descendus à Médine.
Donc, pour nous faire le résumé de cela, est que le Coran n'est pas descendu directement en tant que livre, comme le dit. De façon compacte. De façon compacte, non. Mais plutôt, c'était des versets. Mais le début de la descente était dans le mois de Ramadan. Alors, que symbolise le Coran pour un fidèle musulman? Le Coran, au fait, le Coran, c'est la constitution de l'islam. La constitution de l'islam. Et c'est que c'est le premier livre ou bien la première référence de l'islam. Mais dans l'islam, on parle également d'autres livres comme Taurat, Injil, Furqan. Non, au fait, le Coran nous a rappelé que, parce que le Taurat, Injil, Zabura, ce sont des livres révélés. Nous avons Injil qui est descendu pour Jésus-Christ. À Torah pour ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Injil, c'est l'évangile. Injil, c'est l'évangile. La Bible, là, c'est une autre appellation. Mais l'évangile, c'est Injil. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est que ce sont des livres révélés. Et le Coran a été le dernier de ces livres révélés. Et ça englobe tout ce qui était passé, Sharoma Qablana, et ce qui était avant nous. Et le tout est englobé dans le Coran. Donc, le Coran, c'est si le musulman voit en islam le Coran a dit, c'est fini, il applique. Il ne cherche pas à dire non, à contourner. Non, la fornication est interdite, c'est interdit. On ne cherche pas à contourner. Alors, avant dernière question, on va nous laisser partir ce matin. Que gagne spirituellement un fidèle musulman qui fait de la lecture du Coran son sport favori? En fait, la lecture du Coran en islam, c'est une adoration. Comme le prophète a dit, Man qara harfan fi kitabillahi falahu ajrun. Il dit celui qui lit un seul verset dans le Coran, il a une récompense. Et la récompense, ça commence par 10, qui sera multiplié. Mais il a dit, Wala akul alif la mim harfun. Je ne dis pas que celui qui dit alif la mim a lu une lettre. Non. Mais alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Si je dis kul, j'ai déjà dit, j'ai prononcé là maintenant 2 lettres. Ça fait déjà 20 récompenses, selon ce que le prophète a dit. Et celui qui lit le Coran, habituellement, il est chaque fois avec les anges nobles qui le protègent. Et le prophète a dit, La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Ne transformez pas vos maisons à des cimetières, car le Satan fut la maison dans laquelle on lit la sourate Baqara. Donc il y a des versets dans le Coran, des sourates dans le Coran, ce qu'on lit, c'est une protection. Justement, demain nous allons venir beaucoup plus en profondeur par rapport à ces différents versets. Merci à vous, Bachirou Lassessi. Dernière question, que gagne le fidèle musulman dans le mois de Ramadan à lire le Coran? Est-ce qu'on doit lire plus abondamment le Coran durant le mois de Ramadan que durant les autres mois ordinaires, ou on doit maintenir quand même le même niveau? Oui, le Coran tout d'abord, dans le mois de Ramadan, c'est la messe du Coran. C'est-à-dire, il faut multiplier les efforts pour la lecture du Coran. Et surtout, c'est dans ce mois que l'enseignement du Coran se fait. Et c'est comme ça le prophète le faisait avec l'ange Gabriel qui venait l'enseigner le Coran dans le mois de Ramadan. Et vous allez remarquer dans la plupart des mosquées dans le mois de Ramadan, vous appelez tel imam, non, je fais tafsir dans telle mosquée, et chaque imam fait tafsir dans sa mosquée. Tafsir qui veut dire l'interprétation du Coran. C'est dans le mois de Ramadan qu'on arrive à consacrer un peu de temps pour comprendre les versets coraniques. Ce qui veut dire que ça marque beaucoup d'importance pour le musulman, surtout dans le mois de Ramadan. Il faut se donner beaucoup. Et d'autres arrivent à terminer la lecture du Coran complet pendant tout le mois. Mais d'autres arrivent à terminer la lecture du Coran complet pendant 3 fois dans le mois de Ramadan, qui n'est pas facile. Parce que terminer pendant un mois, c'est de lire une partie chaque jour. Et parce que le Coran est subdivisé en 30 parties. Donc vous lisez tous les 30, ça fait 30 parties. Et la lecture d'une partie peut vous prendre au moins 20-25 minutes.
20-25 minutes. Donc, c'est comme ça, globalement, dans le mois de Ramadan, il faut multiplier encore d'efforts pour la lecture du Coran. Merci à vous, Bachir Oulassissi. Je rappelle que vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Vous êtes également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. C'était l'invité spécial Ramadan de ce matin. Nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin avec Draman Bouko, qui est universitaire, spécialiste de questions de géopolitique, qui sera face à Carles Kitome, analyste politique et journaliste à ESAE TV. Le débat de ce matin sur Free Matin, Draman Bouko, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Merci à vous également et merci d'être là ce matin. Draman Bouko, dites-nous, quelle interprétation faites-vous de la situation actuelle au Tchad? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci également à monsieur Cal pour l'invitation. Bon, c'est vrai, déjà, lorsqu'on parle de décès, c'est une triste nouvelle. Ça, c'est la première des choses. Personne ne peut se réjouir du décès d'un être humain, comme nous, puisque nous sommes tous, c'est vrai, appelés un jour à partir. Mais je crois que quelque part, c'est triste pour la communauté tchadienne, pour le peuple tchadien, pour l'Afrique et également, plus précisément, pour le G5 Sahel. Donc le G5 Sahel, Idriss Déby, le G5 Sahel s'appuyait pour des opérations, je crois que tout serait remis, tous les calculs seront à refaire, à mon avis. Bon, c'est vrai, c'est une surprise que quelqu'un qui a participé aux élections le 11 avril 2021 et dont les résultats ont été proclamés mardi 20 avril 2021, et aussitôt nous apprenons malheureusement le décès. Je crois que c'est vraiment dommage. C'est comme on le dit, il est mort les armes à la main. Et je crois que je dirais que tout est à refaire. Tout est à refaire. Voilà. Une triste nouvelle pour le G5 Sahel. Carles Kitome, est-ce que vous partagez cet avis? N'est-ce pas un ouf de soulagement pour certaines personnes? Ouf de soulagement, je ne pense pas. Même les adversaires politiques ou militaires de Déby ne peuvent pas parler de ouf de soulagement parce que sa mort pour eux, ça va forcément ouvrir un front s'ils veulent aller de l'avant. Donc ce n'est pas un soulagement, c'est maintenant que tout va commencer si vraiment ils sont dans cette dynamique. Mais il faut avouer que la situation au Tchad est une situation très très inquiétante dans la mesure où le Tchad, c'est ce pays qui fait le lien entre la CEDEAO et la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une région vraiment aujourd'hui qui n'est pas stable du tout, où il y a beaucoup de conflits. Il n'y a pas de pays de la CEMAC où il n'y a pas de conflit. Et aujourd'hui, c'est ce pays qui est le plus proche de la CEMAC et de la CEDEAO et entouré de pays de la CEDEAO où il y a toujours des conflits, il y a des conflits partout. Et je ne parle même pas de la Libye et du Soudan. Donc, je vais dire que le Tchad, c'est le centre des conflits en Afrique. Et aujourd'hui, quelqu'un qui, pendant 30 ans, a essayé de tamponner un peu cette situation s'en va. Ça veut dire que la situation risque d'être plus explosive que ce que nous avons eu avec la Libye. Parce que la Libye, c'est au nord complètement, mais nous avons vu les conséquences du départ de Kadhafi. Et aujourd'hui, Déby, qui faisait un peu le tampon, est parti. Donc moi, c'est vrai, c'est un homme qui est parti, mais moi, je vois l'avenir de tout un continent qui est entre guillemets. L'avenir de tout un continent qui est entre guillemets. Est-ce que Draman Bouko, vous ne pensez pas également, comme le disait tantôt Carles Kitome, qu'effectivement, son départ laisse un grand vide avec une situation qui risque d'être pire, pour ne pas dire plus pire, que celle de la Libye? Non, je crois que d'abord, les conséquences de la mort du maréchal Idriss Déby peut être vues sous deux angles. Le premier angle, c'est sur le plan interne. La situation sociopolitique du Tchad, que traverse le Tchad depuis quelques années, je dirais même quelques mois, parce que, qu'ils vous souviennent, les élections d'avril 2021, il y a eu des contestations, il y a eu des crises préélectorales que l'on a enregistrées au Tchad, dans le pays. Salif Kazebo, je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'opposant principal, on a vu ce qui s'est passé à son domicile, où d'abord sa candidature a été rejetée. En plus de lui, il y a également les principaux opposants ont été mis sur le carreau, n'ont pas été autorisés, ou du moins n'ont pas eu la possibilité, selon la CENI, de participer aux élections. Déjà, il y a un chaos d'abord politique qui existe à l'intérieur du pays, d'abord qu'il faut d'abord gérer.
Encore que, par rapport à ce qui se passe, juste après la mort, on nous dit, bon voilà, que voilà, c'était déjà pour nous, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, il fallait reprendre donc c'est la carte politique du pays, mais voilà que déjà, à quelques heures donc, de l'annonce du décès, on nous apprend que voilà, c'est le fils qui, de façon inconstitutionnelle, va diriger le pays, ce qui n'est pas prévu par la Constitution. Et déjà, je crois que quelque part en Afrique, il faudrait que nous commencions à nous débarrasser de ces sales habitudes-là. Il faudrait qu'on se débarrasse de ces sales habitudes, puisque le même scénario s'est reproduit. Est-ce qu'il n'était pas la personne la plus indiquée? Non, dites-moi, les arguments fallacieux donnés par la junte ou le conseil militaire, soi-disant que le président de l'Assemblée nationale aurait décliné l'offre sous prétexte que l'âge avancé, que la situation sécuritaire du pays. Mais écoutez, la Constitution a été claire. Si vous ne vous sentez pas capable, le décès, c'est un scénario auquel on peut s'attendre à tout moment. Ah oui. Ce n'est pas lorsque cela va survenir que vous allez dire, vous allez battre en retraite pour dire non, voilà, je ne me sens pas capable de pouvoir diriger. Et que voilà, le fils, bon, d'abord il y a une chose, la Constitution prévoit d'abord pour être éligible, pour diriger le pays, il faut d'abord avoir 45 ans. Mais je vous apprends que Mahamat Idriss a 37. En a 37. Ouais, déjà, il y a déjà donc ce décalage-là où on continue de violer la Constitution. Toujours est-il que, comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur du Tchad, il y a de sérieux problèmes à régler parce qu'il y a l'opposition qui a des revendications sur la table, il y a la société civile également qui a des revendications. À cela, la menace autour donc, du lac Tchad et également dans le G5 Sahel, je crois que quelque part les défis sont énormes. Les défis sont énormes à relever. Avant de revenir encore à ces défis, qu'est-ce qui tombe? Mahamat Idriss, qui a été désigné pour conduire pendant 18 mois cette transition, est-ce que selon vous n'était pas le personnage qu'il fallait prendre au regard un peu des enjeux politiques qui s'imposaient? Bon, c'est vrai que moi, je ne vis pas au Tchad et je ne maîtrise pas toutes les personnalités et autorités politiques du Tchad. Mais quand je m'en tiens à la constitution du Tchad, je pense qu'il n'avait aucune raison de se retrouver à cette place. Par rapport à son âge, par rapport au contexte constitutionnel, il n'a pas sa place là-bas. Mais je me permets de faire une certaine remarque. Son père arrivé au pouvoir à 37 ans. Il y a 31 ans, il était arrivé au pouvoir à 37 ans. Aujourd'hui, il est parti. Le fils vient aussi à 37 ans également. Et moi, quand j'observe tout ce qui s'est passé, quand j'observe le scénario, je me dis qu'il y a une main invisible qui tire les ficelles. Et en parlant de ça, je vais dire, je me retrouve dans ce scénario. En 2006, les rebelles avaient encerclé le lieu où se trouvait Idriss Déby, en situation de guerre. Je ne sais pas par quel truchement on peut encercler le domicile de quelqu'un en situation de guerre et qu'il puisse avoir une armée qui vous déloge sans que vous n'ayez violé ce domicile, sans que vous n'ayez pas agi dans ce domicile. Pour moi, les négociations de 2006 qui ont permis de sauver le pouvoir d'Idriss Déby étaient tronquées. J'estime, à mon avis, que c'était tout juste pour mettre une certaine pression sur Idriss Déby que ça a été fait. Donc c'est un scénario parce que les rebelles ne se sont pas retirés comme ça. Et il n'y a pas eu combat, on ne les a pas exterminés. Qu'est-ce qui les a fait reculer? Il y a eu quelque chose qui a été fait. Il y a eu un deal forcément. En 2008, même scénario, même deal. Ça veut dire que l'homme fort du Tchad qu'on voyait n'était pas forcément l'homme le plus fort. On lui a montré à plusieurs occasions qu'il y avait plus fort que lui et qu'on pouvait lui arracher le pouvoir à tout moment. Et quand l'heure a sonné de lui arracher le pouvoir, les gens ont trouvé le scénario parfait pour qu'il parte. Il est allé au front. On nous dit qu'il est mort au front. Mais il est mort au front comment? Il est allé au front à quel moment? Il a reçu la balle exactement à quel moment? Dans quelle position? C'est les Tchadiens qui lui ont tiré dessus. C'est son armée ou bien les rebelles. On ne peut pas élucider. Donc moi, quand je fais cette lecture, il y a un agenda secret qui se déroule aujourd'hui au Tchad. Et c'est par rapport à cet agenda que lui n'avait plus sa place sur l'échiquier. Il est parti, il a été extirpé. Son fils, qui n'a aucune raison d'être là, c'est même prémédité. Sinon, c'était trop rapide et trop facile. Quand nous sommes en situation conflictuelle comme ça, que quelqu'un vienne, c'est compliqué pour moi. Et encore, il y a une armée, il y a le chef de cette armée, et on le laisse, on prend le chef de la garde présidentielle. Je crois qu'il y a beaucoup de mal, donc il y a beaucoup d'informations qui nous manquent et qui font que nous ne pouvons pas reconstituer ce puzzle. Et c'est au regard de toutes ces informations qui nous manquent que je dis que en tout cas, c'est comme une marmite qui est au feu.
et ça risque de bouillir très fort. Et que ça va bouillir jusqu'au moment où les mains qui sont dans qui tirent les ficelles auront gain de cause et ça va se calmer. Donc pour moi, ce qui se passe au Tchad, ce n'est pas forcément du fait des Tchadiens. Les Tchadiens sont des acteurs, mais tout le scénario est monté quelque part. Ça se joue contre les Tchadiens, contre la CEMAC, contre le G5 Sahel, contre l'Afrique de l'Ouest et contre l'Afrique, simplement. Alors, Maman Boko, dites-nous, est-ce que selon vous, le maréchal serait décédé véritablement le mardi? Et dites-nous, est-ce que selon vous, il s'agit d'un coup d'État, d'une exécution ou véritablement d'une blessure par balle, comme on l'a dit? Non, actuellement, sur ce plateau, il nous serait quasiment impossible, puisque nous ne sommes pas au Tchad, nous ne sommes pas au front avec eux. Mais analyser. Oui, mais à voir, puisqu'il y a trois. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a trois versions qui circulent par rapport à la mort du maréchal. La première version, c'est que son hélico s'apprêtait à atterrir sur le front quand il a été abattu par des rebelles. Ça, c'est la première version qui circule. Voilà. La deuxième version, c'est que ce serait la garde républicaine qui aurait sa garde rapprochée, d'accord, qui aurait tiré sur lui. Dirigé par son fils. Dirigé par son fils, naturellement. Qui lui succède au pouvoir. Oui, qui aurait dit, c'est-à-dire, cette deuxième version rime un peu avec le scénario congolais que nous avons vécu en janvier 2001. Avec Kabila. Avec Kabila, merci. La troisième version, c'est que une fois au front, en pleine négociation, c'est là où les rebelles auraient tiré, et l'un des rebelles aurait tiré sur lui. Les photos même ont circulé pour montrer l'identité de rebelles qui auraient fait le job. Et tout ça, c'est des suppositions. Jusque-là, je crois que quelque part, c'est trop précipité, c'est trop hâtif pour nous de pouvoir tirer les conclusions parmi ces trois versions, de voir laquelle est authentique, ou du moins même, parmi ces trois versions, aucune d'elles peut ne pas être vérifiée. Donc nous attendons les résultats de l'enquête pour pouvoir nous prononcer. Mais je crois que quelque part, je voudrais revenir un peu sur les arguments ou l'idée développée par M. Kall par rapport à la main invisible. Voilà, on a vu le président décédé dans une interview dire qu'il voulait partir du pouvoir depuis 2006 et que ce serait la France qui lui aurait forcé la main de rester au pouvoir. Oui, je ne suis pas tout à fait... Qui ne connaît même pas le constitutionnaliste qui a été envoyé pour revoir la Constitution. Oui, effectivement, j'ai suivi l'interview et je crois que c'est du ridicule. C'est du ridicule parce que vous ne pouvez pas, en tant que président de la République, chef de l'État, à la tête d'une grande nation comme le Tchad, vous dire que vous ne savez pas comment les choses se sont passées, comment la Constitution a été révisée pour que vous vous retrouviez aux affaires. Je crois que tout ça, c'est du ridicule. Je crois que quelque part, à mon avis, je ne le crois pas. Je ne crois pas en la sincérité de cette version-là des faits révélés par le président Idriss Déby. Je voudrais revenir sur le fait que la main invisible, c'est bien possible. Mais je crois que quelque part, depuis le 5 décembre 1990, que le président Idriss Déby Itno a pris le pouvoir au Tchad, cela fait déjà 31 ans aujourd'hui, il a tout donné. Il a tout donné aux Tchadiens, sauf la liberté. Idriss Déby a tout donné aux Tchadiens. Il a tout partagé avec les Tchadiens, sauf le pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Les mêmes faits, les mêmes choses qu'il reprochait à Hissène Habré, à qui il a arraché le pouvoir en 1989, ce sont les mêmes événements, voire même pire, qui se produisent au Tchad. Vous savez que depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il est interdit de manifester au Tchad. Les libertés individuelles sont confisquées. Je crois que quelque part, il y a eu trop de frustration à l'intérieur du pays. Et cette rébellion, c'est vrai, qui a, comme on appelle, des assises ou des racines dans un pays étranger qui est la Libye. Pas seulement la Libye, mais également il y a le Soudan. Et je crois que c'est vrai, ces pays-là ont essayé donc de prêter main forte aux rebelles, mais tous ceux-là, les acteurs sont des Tchadiens. C'est de cela qu'il s'agit. La preuve, il y a même un de ses neveux à l'époque qui avait pris la direction de la rébellion en 2008. Et tout récemment, en 2019, il y a eu assez de frustration dans le pays. Et je crois que, à mon avis, par rapport à la situation actuelle, remplacer un débit par un débit n'est pas la solution. Et je ne crois pas que les rebelles puissent s'arrêter là. Justement. C'est ça le problème. C'est là toute mon inquiétude. Ils ne vont pas s'arrêter là. Il y a les rebelles d'une part, il y a l'opposition d'autre part, il y a la société civile. Non, mais quand nous parlons de ça, il faut noter qu'il y a quand même 150 ethnies au Tchad. Et il y a des conflits ethniques. Et nous savons que depuis, même avant Hissène Habré et tout, il y a toujours eu un conflit entre les nomades du Nord et les sédentaires du Sud du Tchad.
Et ces conflits n'ont jamais trouvé solution. C'est vrai que Idriss Déby, avec la force de l'armée, a pu essayer de calmer un peu les ardeurs, mais cette tension existe toujours. Et maintenant, avec tous les mécontentements des politiques et de la société civile, c'est pas qu'elles vont, elles sont déjà là, elles sont déjà vivaces. C'est parce que l'armée est trop forte qu'on ne sent pas trop les effets. Mais aujourd'hui, celui-là qui tenait d'une main de fer cette armée est tombé. Donc imaginez, ça peut venir de partout, ça peut venir à tout moment, et ça veut dire que le Tchad devient un foyer incandescent. C'est comme un volcan, et quand ça va commencer vraiment à fumer, les laves vont aller partout. Et c'est là toute mon inquiétude aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de main invisible, selon vous. Qui pourrait être la main invisible? Est-ce que vous parlez un peu comme Idriss Déby de la France, puisque, comme je le posais la question tout à l'heure à Draman, il a évoqué publiquement, au cours d'une interview avec des journalistes français, que la France lui aurait forcé la main à rester au pouvoir et à faire également un certain nombre de choses. Bon, je ne voudrais pas dire que... je ne voudrais pas trop apprécier ce qu'il a dit à cette occasion, mais s'il l'a dit, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui existe. Sinon, ces propos ne peuvent pas sortir du néant. Mais il faut qu'il nous souvienne qu'en 90, le 5 décembre, il était arrivé au pouvoir avec la bénédiction d'une certaine nation. Et sans cette nation, il n'aurait pas pu. Et c'est cette même nation qui l'a sauvé de la déchéance 2 fois de suite. Ça veut dire que moi, à mon avis, aucune armée ne peut rien faire et réussir au Tchad sans la France. Sans la France, aucune rébellion ne peut rien faire. Si la rébellion vient à la porte, en fait, le G5 Sahel, la base c'est où? C'est au Tchad. Donc, ils sont assis au Tchad. Ils ont toute la puissance au Tchad. Donc, c'est quand eux, ils le permettent que les gens agissent. Et ils ont les moyens logistiques et techniques pour contrer n'importe quelle attaque. Donc, Idriss Déby n'était pas forcé d'aller au front. Il suffisait que ceux-là, cette force-là, décident de freiner cette armée, parce que cette armée n'a pas la puissance de feu de cette force-là, et ça se serait arrêté. Non. Donc, moi, je ne veux pas, je veux pas être affirmatif, mais moi, je dis que si la France ne donne pas sa bénédiction, rien ne peut se passer au Tchad. Non, oui, je crois que quelque part, en 2019 ou 2020, je me rappelle bien, j'avais suivi une interview accordée par le journaliste Alain Foucault à Idriss Déby. Et je crois que lorsque cette même rébellion qui avait quitté la Libye, avec les mêmes équipements... Que lui d'ailleurs. Oui, avec les mêmes équipements, mais il a montré comment il a essayé de négocier de façon express pour que la France intervienne pour stopper la rébellion. Ben voilà. Les faits sont là. Voilà. Ouais, bon, déjà, la France qu'on décrit d'une part, oui. on veut l'utiliser d'autre part lorsque ça arrange. Oui, voilà. Donc finalement, les conflits. Non, mais il ne faudrait pas qu'on oublie le fait qu'en 2006 et 2008, Idriss Déby avait beaucoup de problèmes avec la rébellion parce qu'il avait des problèmes avec la France en ce moment-là. Il avait beaucoup de problèmes avec la France. Il y avait cette histoire des Français qu'on voulait juger ci et là. Mais dès qu'il a donné caution et que ses ressortissants français étaient rapatriés, il a trouvé la paix. Il n'y a plus rien eu. Et il a régné comme dans un oasis jusqu'au jour où on l'a abattu. Bon, je crois que quelque part, comme je l'ai dit d'abord, il y a des frustrations internes, qu'on le veuille ou non. Et forcément, les mains invisibles ont profité de ces frustrations accumulées à l'intérieur du pays pour pouvoir dégager enfin le maréchal qui bientôt peut-être s'apprêtait à devenir, je sais pas, empereur comme en Centrafrique. Oui. Je le vois trop lucide pour le faire. Mais tout à l'heure, Draman disait quelque chose de très important, qu'il ne fallait pas remplacer un Déby par un Déby. Ah, écoutez, quand vous avez une équipe de football et que vous êtes en danger, je pense que tous les changements ne sont plus bien réfléchis. Quand il y a quelqu'un qui est blessé, il faut qu'un joueur y aille pour qu'on ait 11 joueurs en face des autres. Et je pense que c'est un peu la formule qu'il y a eu au Tchad. Tout de suite, le scénario, quelqu'un a préparé un scénario quelque part, mais les choses ne se sont pas forcément passées pour que ça se passe comme il se doit. Non, la Constitution dit que en telle situation, en cas d'indisponibilité, c'est le président de l'Assemblée qui allait passer. Maintenant, pour que lui n'y aille pas, il y a eu forcément beaucoup de choses qui ont été faites. La suspension de la Constitution. Non, attendez. Et le fils Déby a pris le pouvoir avant de prendre les décisions. Donc, cette Constitution était valable jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir. Ça veut dire que c'est la force des armes qui l'a amené au pouvoir. C'est un coup d'État qui ne dit pas son... Il est mort, le père est mort, c'est un fait. Mais le fait que lui accède au pouvoir, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Merci beaucoup. Voilà. Et après ce coup d'État, il a pris des décisions pour rabattre toutes les cartes. Et maintenant, quand les autres concernés, les autres qui ont aussi l'intérêt en jeu, vont vouloir réagir,
on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, Draman, oui. Oui, pour moi, je crois que le fait de suspendre la Constitution, de dissoudre l'Assemblée nationale, et le gouvernement, etc., et de nommer... De mettre en place 15 généraux. Oui, 15 généraux, de nommer 15 généraux juste après l'annonce du décès. Moi, je crois que... Moins de 2 heures après, en plus. Voilà. Ça va si vite que moi, je me dis que c'est prévu quelque part. Dans l'armée, on réfléchit rapidement. Oui. Moi, c'est l'hérité. Je reste toujours pessimiste par rapport à l'avenir du Tchad en ce qui concerne le processus démocratique. Parce que moi, personnellement, je ne fais pas confiance en l'armée. Je ne fais pas confiance à l'armée et également à cette junte, au conseil militaire qui a confisqué, je parlais donc de la confiscation du pouvoir. Qu'il vous souvienne, si vous retournez dans l'histoire politique du Tchad, c'est en dehors de François Tombalbaye, le premier président qui a été légitimé ou démocratiquement élu. Tout le reste, que ce soit Félix Maloum, Gougouni Ouédeye, Hissène Habré, Idriss Déby lui-même, etc., tous, ce n'est pas la voie des armes. Nous sommes pratiquement dans une continuité négative. Dans une continuité négative qu'il ne faut pas encourager. Vous voyez un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis 2001 jusqu'à ce jour. Ce sont les conséquences de ces actes-là que l'on a pris à l'époque. Le papa assassiné, comme ce fut le cas du Tchad actuellement, et remplacé par son fils, qui est resté de 2001 à 2018. Justement, vous parlez de remplacement par son fils. C'est des choses qu'il ne faut pas encourager. Mamad il a 18 mois. En 18 mois, beaucoup de choses sont possibles. En 18 mois, est-ce que nous pouvons assister à des compromis, même des compromissions politiques pour que Mamad puisse se maintenir au pouvoir? Non, moi je crois que 18 mois, c'est trop. C'est trop pour pouvoir faire chose. Mais en 18 mois, on peut bien asseoir en 18 mois, je crois que déjà entre 3 et 6 mois, quand même quelque part, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire entre 3 et 6 mois. Mais parce que le problème qui se pose... Un an et demi. Oui, 1 an et demi, c'est trop. C'est trop pour une transition, puisque ça, c'est une confiscation. Mais écoutez, qu'est-ce qui nous garantit qu'après les 18 mois, que la junte militaire ou le conseil militaire va véritablement organiser les élections inclusives? C'est de cela qu'il s'agit, parce qu'il s'agit du pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, il y a des intérêts. Non, mais moi je fais juste un parallèle. Je crois qu'il y a eu un coup d'État au Mali, et les gens, aujourd'hui, c'est comme s'il y a une ordonnance qui est prescrite et qu'on applique aux gens. C'est pratiquement les mêmes situations qu'on a eues. La junte a pris son temps, a joué les cartes, et nous avons la situation que nous avons. Et après les assurances, où il faut prendre les assurances. Justement. Donc, moi, j'estime que les gens, ils ont mis les 18 mois, le temps de suffisamment négocier pour pouvoir pouvoir mettre en place leur propre scénario. Oui. Sinon, si de façon raisonnable, je crois qu'ils pouvaient avoir beaucoup d'autres formules, beaucoup d'autres solutions, au lieu d'installer un conseil militaire qui va gérer pendant 18 mois. Je crois que c'est pour abattre les cartes, pour éliminer qui il faut éliminer. Exactement. Et amener qui veut l'autre affaire. Comme je l'ai dit, je suis pessimiste sur que la gente saisisse le pouvoir comme ça et c'est malheureux. Moi, je crois que quelque part, vous voyez ce qui s'est passé au Mali en avril passé, je crois qu'il y a de cela quelques mois. Voyez, parmi les institutions sous-régionales africaines, la CEDEAO fait partie des institutions les plus fermées, les plus sérieuses. Justement. La CEMAC et la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, je crois que ce sont des institutions que moi je prends pratiquement dans leur mise en œuvre, dans les actions menées par ces organisations sous-régionales, qui font beaucoup preuve de légèreté. Qui n'existe que de nom. C'est de cela qu'il s'agit. Si c'était au niveau des pays de la CEDEAO, moi je pouvais quand même comprendre que les résolutions, les décisions pouvaient contraindre. Nous avons vu la CEDEAO qui a pris des mesures pour contraindre la junte militaire à revenir à l'ordre constitutionnel, à faire en sorte que le pouvoir soit dirigé par un civil. Mais au niveau de la CEMAC et de la CEA, attendons voir. Et aussi, c'est le plus important pour finir, je crois que d'ici là, nous allons voir quel serait le contenu de la charte de transition, puisque qui est en cours de rédaction. Non, je suis sûr que c'est déjà rédigé. Pour moi, tout ce qui est là, c'était déjà préparé et au fil des heures, on va dévoiler. Mais le vrai contenu, c'est ça que nous allons découvrir avec le temps. L'idée des gens, c'est ça que nous allons... Sinon, tel que ça se passe, les cartes ont été... Les dés sont pipés, mais c'est la mise en application qui va nous révéler maintenant vraiment
ce qui a été fait. Alors, peut-être que les choses évoluent avec célérité. J'espère que la journée d'aujourd'hui sera également riche en informations avec de nouveaux éléments. Draman Boukou, vous avez un petit mot pour conclure? Que la communauté internationale ne reste pas les bras croisés. Que la communauté internationale ne reste pas les bras croisés. Moi, j'estime que c'est la communauté internationale qui est à l'œuvre au Tchad. Merci à vous, chers invités. Nous reviendrons demain matin pour apprécier également les nouveaux éléments qui auront au cours de la journée. Chers amis internautes, Free Matin s'achève d'un instant à l'autre avec Nansérine Fatoumbi qui vous présente les prévisions astrologiques du jour. Mercredi 21 avril 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As Bélier, journée fatigante mais porteuse. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à des futilités. Votre travail retiendra la plus grande partie de votre attention. Si vous désirez faire un investissement quelconque, prenez tous les renseignements utiles. Chers taureaux, il est temps de vous décompresser et étudier sérieusement le projet d'association que l'on vous proposera aujourd'hui. Cela pourrait être fructueux à l'avenir. Vous ne devrez négliger aucune piste. Amis Gémeaux, vous manifesterez au cours de cette journée vos points de vue avec force et parviendrez à faire aboutir des alliances commerciales. Vous connaîtrez une période faste et vous vous placerez comme un pilier important de votre entreprise. Cancer, votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace que vous soyez en couple ou pas. Vous multipliez les activités en commun avec votre conjoint pour approfondir votre complicité. Le climat amoureux sera un point de douceur et de légèreté. Natif du signe Lion, journée plutôt ordinaire, la configuration astrale vous permettra de réaliser vos projets. Il ne retiendra qu'à vous de mettre vos capacités en avant pour obtenir de l'avancement ou une augmentation. Chers amis vierges, attention aux aspects défavorables dans le secteur des biens matériels. Ils pourraient s'avérer redoutables. Gardez-vous d'être trop optimiste. Ne prenez pas de risques financiers excessifs. Amis Balance, la vigilance est de rigueur. L'ambiance professionnelle sera agitée et peu propice à la concentration. Il sera donc indispensable de vous isoler pour rester efficace ou éviter des erreurs. Scorpion, c'est le moment ou jamais de réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Soyez entreprenant et tenace car rien ne vous sera donné sans effort, mais une attitude positive et volontaire vous apportera le succès. Chers Sagittaires, belle journée dans l'ensemble. Vous aurez l'art de galvaniser les énergies et de communiquer votre envie de gagner à ceux qui travaillent avec vous. Vous pouvez être créatif et concret en même temps. Capricorne, dans le cadre professionnel, vos acquis vous donneront des satisfactions. Il n'y aura aucune complication en perspective. Aujourd'hui, néanmoins, votre budget est stable. Profitez donc de l'instant présent et détendez-vous. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, avec votre charme et votre charisme, vous arriverez à vaincre du sable à un chameau dans le désert. Par contre, vous défendez vos points de vue avec beaucoup de conviction et d'assurance aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, cette journée va vous paraître longue. Une rentrée d'argent imprévue vous fera changer d'humeur. En outre, faites un peu plus d'attention à votre manière de dire ce que vous pensez. Ce sera tout, amis internautes, pour le message des As de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur EZTV.